Le premier coup de feu traversa le plafond de la salle de traumatologie comme un éclair, secouant les plateaux métalliques et faisant éclater une poche de perfusion sur le sol. Pendant une fraction de seconde, tout le monde crut qu'il s'agissait de tirs ennemis. Les médecins se baissèrent, les patients crièrent, et tout l'hôpital de campagne de la base opérationnelle avancée Méridian bascula dans une panique instinctive et brutale. Mais ce n'était pas l'ennemi, c'était leur propre commandant. Le général de division Victor Consinquet se tenait au centre du chaos, le visage rouge de rage, le bras tendu en avant, son pistolet fumant encore. La poussière retombait des chevrons, tandis que les échos du coup de feu résonnaient dans la salle. En face de lui, le capitaine Emma Walker se tenait au-dessus d'un soldat blessé, les mains stables, sa blouse tachée de rouge. 36 ans, le regard calme, discrète, la médecin que la plupart des gens sous-estimaient. Elle refusait de s'écarter. Elle refusait de traiter le lieutenant en premier. Elle refusait de laisser le grade décider qui vivrait ou mourrait. Consinquet tira à nouveau. Puis encore. 5 balles au total, chacune destinée à la briser. Mais Emma ne s'y a pas. Elle ne leva même jamais les yeux de la vie qu'elle tentait de sauver. Et dans ce moment silencieux et tremblant, la chute d'un général commença. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à Cohésion Interne pour ne jamais manquer ces véritables histoires de courage. Et dites-nous dans les commentaires d'où regardez-vous aujourd'hui. Le matin arriva tôt à la base opérationnelle avancée Méridian, s'installant sur une couche de poussière et de chaleur qui ne quittait jamais vraiment l'air. Les couloirs bourdonnaient du ronronnement constant des générateurs, vibrant faiblement à travers les sols en béton. Dehors, des rafales lointaines de coups de feu provenant du champ de tir résonnaient comme le tonnerre, s'élevant et s'estompant avec le vent. Les médecins marchaient rapidement entre les tentes. Des hélicoptères vrombissaient en entrant et sortant de la zone d'atterrissage, et l'odeur du sable, du carburant et de l'antiseptique se mélangeait dans l'air comme elle le faisait toujours dans une zone de guerre. Le capitaine Emma Walker se déplaçait à travers tout cela avec le même calme résolu qu'elle portait chaque jour. Une tasse métallique cabossée de café dans une main, une pile de dossiers de patients coincés sous l'autre bras, les cheveux attachés en un chignon rapide qui n'avait jamais l'air complètement net. Ses bottes étaient usées sur les bords, les semelles lisses après des années à marcher dans les couloirs d'hôpitaux et sur la terre des champs de bataille. Elle ne se pressait jamais, mais elle n'était jamais lente. Elle se déplaçait simplement avec la certitude calme de quelqu'un qui savait exactement où elle devait être. La plupart des gens la sous-estimaient au premier regard. Elle n'était pas bruyante comme certains des jeunes médecins essayant de faire leurs preuves. Elle ne se vantait jamais de ses compétences. Et comparée aux imposants soldats d'infanterie autour d'elle, Emma paraissait petite de stature, presque fragile. Plus d'une fois, les nouveaux arrivants l'avaient prise pour une assistante ou une administratrice errant dans les couloirs avec des dossiers. Quelques officiers avaient même supposé qu'elle n'était qu'une autre médecin qui s'était retrouvée à porter les barrettes d'un capitaine. Emma ne les corrigeait jamais. Elle continuait simplement à marcher. Si quelqu'un prenait la peine de regarder de plus près, il aurait pu remarquer les petits indices, la cicatrice discrète derrière son oreille gauche, ou le calme profond dans ses mouvements lorsque les alarmes se déclenchaient, ou la façon dont elle manipulait l'équipement avec la certitude de quelqu'un qui avait fait cela sous le feu. Mais Emma parlait rarement de son passé. Elle s'était engagée à 18 ans comme médecin de combat, à peine adulte et portant déjà plus de poids que la plupart ne le savaient. Elle avait traîné des soldats blessés à travers des échanges de tirs, s'était agenouillée dans des bâtiments soufflés, recousant des gens à la lumière d'une lampe torche, et avait appris de la manière la plus dure à quel point une vie pouvait être fragile et précieuse. Des années plus tard, elle obtint son diplôme de médecine, puis retourna dans l'armée en tant que médecin. Mais elle ne se comportait jamais comme quelqu'un avec un grade. Elle se comportait comme quelqu'un qui se souvenait encore du son qu'un soldat fait juste avant que la conscience ne s'échappe. Chaque matin avant les tournées, Emma vérifiait les soldats par leur nom, pas par leur grade, pas par leur numéro. Elle savait lequel avait manqué l'anniversaire de sa fille la semaine dernière, lequel avait une femme qui devait accoucher le mois prochain, lequel craignait secrètement de rentrer chez lui parce qu'il ne savait pas comment redevenir civil. Et autour de son poignet, caché sous sa manche, elle portait un simple bracelet tressé. Ses couleurs étaient fanées, les fils s'effilochant, mais elle ne l'enlevait jamais. Son ancienne équipe le lui avait donné après une nuit dont elle ne parlait jamais. Une nuit où elle avait sauvé 3 vies pendant que des éclats d'obus lui déchiraient le côté. Pour Emma, le bracelet n'était pas une décoration. C'était un souvenir. C'était une promesse. L'infirmière en chef Karen Holt marchait à ses côtés dans les couloirs du matin, presse-papier à la main, les yeux vifs derrière des lunettes à monture métallique. Plus âgée,
Expérimentée et assez têtue pour intimider la moitié du personnel de l'hôpital, Karen était à Méridian bien avant l'arrivée d'Emma. Elle veillait toujours sur Emma d'une manière que personne d'autre ne remarquait. Un avertissement doux, un coup de pouce discret, un petit hochement de tête quand les ennuis approchaient. Karen avait vu de nombreux commandants aller et venir, et elle faisait confiance à Emma plus que la plupart des gens ne faisaient confiance à leurs propres instincts. Le sergent-major William Harland était l'autre pilier silencieux de la base. Grand, stable, un homme sculpté dans la discipline et les principes. Des décennies de service l'avaient aiguisé en ce type de leader que les soldats suivaient sans question. Il ne parlait pas beaucoup, mais il voyait tout, et dernièrement il avait senti quelque chose changer dans les retours de Méridian. La tension se resserrait, les conversations se réduisaient à des chuchotements, les ordres devenaient plus tranchants, plus lourds. Ces changements arrivèrent avec le général de division Victor Consinqued. La première fois que son convoi franchit la porte, le vent sembla mourir un instant. Consinqued descendit avec une poitrine pleine de rubans, la mâchoire serrée comme de la pierre, les yeux durs et vides. C'était le genre d'officier dont la simple présence redressait les épines dorsales et fermait les bouches. Des histoires le suivaient, décoré au combat, craint au commandement, connu pour construire l'ordre par la pression. Il avait remplacé le colonel Rohr qui avait été respecté pour son équité et sa collaboration. Rohr croyait que les médecins devaient diriger les décisions médicales. Consinqued croyait que le grade déterminait la valeur. Lors de son premier briefing à l'échelle de la base, Consinqued parcourut des graphiques et des diapositives avec une précision militaire expliquant son nouveau protocole de triage. Le personnel de haut rang et les ressources critiques pour la mission recevraient des soins prioritaires en cas de pénurie de ressources. Les grades inférieurs, le personnel de soutien et les civils seraient traités selon les capacités disponibles. La salle devint silencieuse comme si l'oxygène avait été aspiré. Emma était assise au deuxième rang à côté de Karen, sa mâchoire se serrant légèrement. Elle attendit qu'il termine, attendit que chaque murmure s'éteigne, puis elle se leva. « Mon général, dit-elle, la voix stable, le triage médical ne peut pas être basé sur le grade. Il doit être basé sur la survivabilité et l'urgence. Tout le reste est contraire à l'éthique. » Des dizaines d'yeux se tournèrent vers elle. Les infirmières se figèrent. Les brancardiers retinrent leur souffle. Quelques officiers s'échangèrent des regards comme s'ils attendaient une explosion. Consinqued la fixa, son expression devenant froide. Et dans ce moment calme et suspendu, Emma Walker, petite, calme, sous-estimée, se tenait seule face à un général. L'étincelle venait d'être frappée. Le changement de commandement n'arriva pas d'un seul coup. Il s'infiltra d'abord à travers de petites choses, comme un nouveau formulaire à signer pour chaque boîte de bandage ou une inspection surprise à la fin d'un quart de 12 heures, mais tout le monde dans l'hôpital pouvait sentir le poids de cela. Sous le colonel Rohr, ils avaient travaillé dur mais librement. Sous le général de division Consinqued, ils travaillaient dur et observaient. Quelques jours après qu'Emma ait pris la parole lors de ce briefing, les règles logistiques se resserrèrent. Les demandes de médicaments avancés ou d'équipements spécialisés devaient maintenant porter non seulement la signature d'Emma, mais une approbation supplémentaire du bureau de Consinqued. La sécurité au dépôt de fournitures médicales doubla. Les codes de verrouillage changèrent. Un jeune garde se tenait maintenant à l'extérieur de la porte à toute heure. Sa posture était raide, ses ordres stricts. Sur le papier, c'était présenté comme de la responsabilité. En pratique, cela ressemblait à une main se refermant sur leur travail. Emma refusait de laisser cela changer son triage. Quand les soldats arrivaient enseignants, brûlés ou brisés, elle les traitait selon une seule règle, qui avait besoin d'aide en premier qui pouvait être sauvé. Elle ne regardait pas les insignes de col ou les rubans sur la poitrine. Elle posait une question silencieuse à chaque patient devant elle. Puis-je garder celui-ci ici avec nous si je bouge assez vite? Un après-midi, un accident de convoi transforma le ciel au-dessus du parc automobile en noir. Une conduite de carburant s'était rompue et une boule de feu roula à travers les véhicules, garés les plus proches de la porte. Les sirènes hurlèrent, les radios crépitèrent, et en quelques minutes les portes de la salle de traumatologie s'ouvrirent avec fracas. Ils amenèrent un soldat sur un brancard, l'uniforme carbonisé, la peau cloquée et se détachant le long des deux bras et de la poitrine. Sa plaque nominative était à moitié fondue, mais Emma vit assez pour lire. Il était plus jeune qu'il ne paraissait à travers les brûlures, peut-être 20 ans. Brûlures graves, 60% au moins, appela Karen, se déplaçant à côté du brancard. Nous avons besoin des pansements argentés et des analgésiques de haute qualité. Maintenant,
Emma hocha la tête une fois et se tourna vers le brancardier le plus proche. « Appelez le dépôt. Dites-leur que c'est un prélèvement d'urgence. Nous avons besoin des kits pour brûler aujourd'hui, pas le mois prochain. » Le brancardier sprinta vers le téléphone. Quelques minutes plus tard, il revint, le visage pâle. « Ils ont dit que la demande doit d'abord passer par le commandement. Madame, nouvelle directive. » Emma le fixa, puis regarda la peau brûlée sur la poitrine du soldat Reed qui se soulevait et s'abaissait en respiration superficielle et irrégulière. Elle pouvait presque entendre l'horloge tourner. Elle attrapa elle-même le combiné radio et appela le dépôt. De l'autre côté, une voix nerveuse répondit. « Dépôt de fourniture. » Soldat Daniel Martinez à l'appareil. « Soldat Martinez, ici le capitaine Emma Walker de la salle de traumatologie, » dit-elle, gardant son ton mesuré. « J'ai un patient brûlé en état critique. J'ai besoin de pansements pour brûlures avancées et d'analgésiques, 4 libérés immédiatement. » Il y eut une pause, le faible écho de page qui tourne. « Madame, j'ai des ordres, » dit Martinez lentement. « Tout ce qui dépasse les fournitures de base nécessite une approbation écrite du bureau du général de division Consinqued. Si je les libère sans le formulaire, je pourrais passer en cour martiale. » Emma ferma les yeux pendant une demi-seconde, entendant le moniteur cardiaque du soldat Reed derrière elle. Le bip légèrement trop rapide, légèrement trop superficiel. Elle pouvait imaginer Martinez de l'autre côté, probablement à peine sorti de la formation, serrant le téléphone comme une bouée de sauvetage. « Soldat, » dit-elle, « si nous attendons ce formulaire, ce soldat pourrait perdre ses bras, peut-être plus. Vous le savez, n'est-ce pas ?» Son silence répondit pour lui. « J'aimerais pouvoir, madame, » chuchota-t-il finalement. Mais ils ont été clairs. « Si je contourne cela, je suis fini. Ma famille a besoin de mon salaire. Je suis désolé. » Emma reposa la radio avec un soin délibéré. La colère flamba dans sa poitrine, brève et chaude, puis s'aplatit en quelque chose de plus froid. Elle regarda les étagères autour d'elle, faisant mentalement l'inventaire de ce qu'ils avaient. « Très bien, » dit-elle tranquillement. « Nous improvisons. » Avec Karen et l'équipe à ses côtés, Emma retira les fournitures qu'elle pouvait. Saline, gaz, antibiotiques. Ils créèrent un système de refroidissement et de pansement de fortune couche par couche laborieuse. Ce n'était pas idéal, pas ce qu'elle aurait fait si ses kits avancés étaient déverrouillés et attendaient. Mais elle refusait de laisser la bureaucratie écrire la fin de l'histoire de ce soldat. Des heures plus tard, quand Reed se stabilisa enfin, Karen surprit Emma regardant l'entrée vide d'où les fournitures auraient dû venir. « Ce n'est plus de la médecine, » marmonna Karen. « C'est de la politique avec des bandages. » Emma ne répondit pas. Elle ajusta simplement le bracelet sous sa manche et alla voir le patient suivant. Le mot se répandit comme il le fait toujours. Dans la tente des officiers, certains plaisantèrent en disant que le capitaine Walker allait faire une crise cardiaque pour quelques brûlures et qu'elle devait s'endurcir et apprendre comment la guerre fonctionne vraiment. Ils le disaient avec des sourires derrière des rabats fermés, des tasses de café et de la paperasse entre eux. Dans les baraquements, cela sonnait différemment. Les soldats enrôlés parlaient du capitaine qui s'était battu pour obtenir les médicaments même quand le système lui claquait des portes au visage. Ils chuchotaient qu'elle était la seule personne sur la base qui ne regarderait pas votre grade avant de regarder vos blessures. Les infirmières vivaient entre ces deux mondes. Elles entendaient les officiers rejeter Emma comme étant faible, pourtant elles voyaient ses mains en action, la voyaient stabiliser des patients que d'autres auraient abandonnés. Elles échangeaient des regards par-dessus les presse-papiers quand de nouveaux ordres arrivaient, partageant des inquiétudes non exprimées. Jusqu'où cela irait-il? Et peut-être vous demandez-vous la même chose. Qu'auriez-vous fait dans ce moment? Auriez-vous gardé la tête baissée et joué le jeu, ou seriez-vous resté où Emma se tenait, et auriez-vous tout risqué? Pour Consinqued, le cas des brûlures n'était qu'une autre irritation. Cela le dérangeait qu'un capitaine et un médecin en plus puissent faire des choix qu'il n'avait pas approuvés. Cela le dérangeait encore plus que les soldats prononcent maintenant son nom avec une sorte d'admiration silencieuse. Il pouvait sentir son emprise sur la base se relâcher, non pas par la désobéissance sur le terrain, mais à travers une femme en blouse qui refusait d'incliner son jugement médical devant son grade. Le prochain test vint sous la forme d'un convoi qui ne revint jamais intact. Tard en après-midi, des coups de feu lointains se transformèrent en quelque chose de pire. Les bavardages radio augmentèrent, les voix se chevauchant alors qu'une patrouille signalait un contact sur la route juste à l'extérieur de l'enceinte. En une demi-heure, les premiers camions franchirent la porte.
Pare-brise fissuré, visage couvert de poussière fixant avec un choc encore figé dans leurs yeux. Ils n'étaient pas seuls. Des locaux avaient été pris dans les tirs croisés. Un pick-up, l'avant déchiqueté, entra dans la base sur des pneus à plat. À l'arrière, sous une bâche déchirée, gisaient 3 civils et un enfant, pas plus de 7 ans, la chemise trempée de sang le long de son côté. L'un des sergents américains se disputa avec le garde de la porte jusqu'à ce que quelqu'un leur fasse finalement signe vers l'hôpital. Emma les rencontra à la porte. Ses yeux saisirent la scène en un instant. Elle pointa d'abord vers l'enfant. « Amenez-le dans la salle de ordonnatez-elle. Karen, j'ai besoin des signes vitaux et d'une évaluation complète. Nous trierons les autres par blessure et urgence. » Ils bougeaient rapidement. La respiration de l'enfant était superficielle, les lèvres teintées de bleu. Un éclat de métal avait déchiré ses côtes. Personne sur ce brancard ne portait un uniforme américain, mais Emma n'hésita pas. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle était penchée sur la petite poitrine de l'enfant, les mains se déplaçant dans un rythme pratiqué, la température dans la pièce sembla chuter. La conversation bégaya et s'arrêta. Même les bips des moniteurs semblèrent plus silencieux. Consinqued était entré. Il saisit la scène d'un seul regard balayant. Des soldats américains sur des brancards, des civils locaux sur des civières. Un enfant sur la table d'opération avec Emma au-dessus de lui. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Karen répondit sans lever les yeux. « Victime civile de la route du convoi. Mon général. Ils ont essuyé des tirs près du village. » La mâchoire de Consinqued se resserra. « Nos fournitures sont pour nos troupes. Détournez les ressources de ces civils. Concentrez-vous sur nos blessés. » Emma ne se redressa pas. Elle garda ses mains au travail, vérifiant la blessure, demandant un tube thoracique d'une taille spécifique. « Mon général, dit-elle, la voix calme. Nous avons la capacité. Le droit international et nos propres règlements sont clairs. Nous traitons les civils quand nous le pouvons, surtout les enfants. Vous allez cesser. Capitaine, claqua Consinqued. Ces gens ne sont pas notre responsabilité. Chaque poche de sang que vous utilisez sur eux est une que vous n'avez pas pour mes hommes. » Derrière lui, quelques officiers se déplacèrent mal à l'aise. Le long des murs, les soldats enrôlés regardaient, les visages se durcissant. Aucun d'eux ne bougea pour partir. Emma leva finalement les yeux, le regard rencontrant le sien. « Avec tout le respect, mon général, ma responsabilité est le patient sur la table, dit-elle. En ce moment, cela l'inclut. Je ne m'éloignerai pas. » Le silence qui suivit ressembla à un fil tendu, prêt à casser. Les infirmières retinrent leur souffle. Les mains gantées d'un médecin planèrent au-dessus d'un plateau, incertaines de continuer à passer les instruments. Le moniteur cardiaque de l'enfant continua de biper, le seul son stable dans la pièce. Auriez-vous gardé le silence ou vous seriez-vous levé pour elle dans ce moment? Le regard de Consinqued brûlait en elle. Pendant un battement de cœur, il sembla qu'il pourrait physiquement l'éloigner de la table. Puis il tourna les talons et sortit à grands pas, aboyant quelque chose à son aide à propos de discipline et de chaîne de commandement. Ils entendirent tous les mots. Ils sentirent tous la menace en eux, mais ils virent aussi Emma se retourner vers son travail sans un mot. Les soldats dans la pièce n'oublièrent jamais cette image. Un général qui s'éloignait et un médecin qui restait exactement où elle était, les mains stables sur un enfant qui ne parlait même pas leur langue. À partir de ce jour, le conflit entre Emma et Consinqued n'était plus un désaccord privé et silencieux dans les salles de briefing et les couloirs étroits. C'était une ligne de faille publique traversant directement le cœur de la base. Et tout le monde savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne se brise. Les jours qui suivirent portaient une tension étrange, le genre qui s'installe dans les coins d'une base bien avant que quiconque puisse expliquer pourquoi. Les conversations devinrent plus courtes quand Emma passait. Les officiers la regardaient de loin, incertains si elle était une nuisance ou une menace pour le nouveau climat de commandement. Les soldats enrôlés, en revanche, se redressaient quand ils la voyaient venir, comme si sa présence leur rappelait quelque chose de stable dans un endroit qui avait commencé à bouger sous leurs pieds. Emma ne remarquait rien de tout cela. Ou plutôt, elle remarquait, mais elle ne permettait pas que cela change sa façon de travailler. Ses actions racontaient des histoires qu'elle ne prononçait jamais à haute voix. Lors d'une matinée mouvementée, une caisse de fournitures se coinça à l'extérieur de la salle d'urgence. Un brancardier luttait avec le loquet métallique, jurant entre ses dents. Alors que les minutes s'écoulaient, Emma s'arrêta à côté de lui, le poussa doucement de côté et enfonça ses doigts sous le métal déformé.
avec une torsion vive du poignet, et un mouvement qui semblait pratiquer bien au-delà de l'école de médecine. Elle l'ouvrit comme si ce n'était rien. Le brancardier fixa. « Madame, où avez-vous appris ce truc ?» Emma donna seulement un faible sourire et porta l'équipement à l'intérieur. Des moments comme celui-là se produisaient souvent. Une fois, en se penchant pour ajuster une ligne d'oxygène sur un patient, ses cheveux se déplacèrent assez pour qu'un jeune médecin remarque la petite cicatrice pâle derrière son oreille gauche. Il la reconnut instantanément. C'était le genre de blessure que les médecins recevaient des éclats d'obus, généralement les nuits où une explosion frappait trop près et qu'il n'y avait pas le temps de se baisser. Il ne dit rien, mais plus tard il le chuchota à un ami dans la tente à manger. Cet ami le chuchota à un autre. En l'espace d'un jour, une demi-douzaine de soldats savaient que le capitaine Walker avait été plus proche d'explosion qu'elle ne l'admettait jamais. Et puis il y avait le bracelet. Elle essayait de le garder caché sous sa manche, mais parfois pendant une procédure, le brassard glissait en arrière. Les fils tressés étaient fanés, presque blancs par endroits, les couleurs depuis longtemps effacées par la sueur et le temps. Quelques lettres étaient encore visibles près du nœud, juste assez pour que quiconque reconnaissait les bracelets d'unité sache qu'ils provenaient d'une ancienne équipe de déploiement. Les médecins et les troupes de combat avaient une façon de voir ces choses immédiatement. Ce n'étaient pas des bijoux, c'était de l'histoire, c'était gagné. Le sergent-major William Harland remarqua ce bracelet une nuit. Emma était penchée sur un soldat en détresse respiratoire, donnant des ordres rapides et précis. Sa voix calme même alors que les signes vitaux du patient menaçaient de s'effondrer. Harland se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, regardant la façon dont elle bougeait. Quand la crise passa et que le patient se stabilisa, Emma recula, exhalant une seule fois, à peine audible. Harland attrapa l'éclat du bracelet alors qu'elle ajustait son gant. Ses yeux se plissèrent, pensifs, pas suspicieux, mais chercheurs. Il avait vu des bracelets comme celui-là dans les unités de Rangers, dans les tentes médicales des forces spéciales, dans les équipes de réaction rapide qui perdaient plus de personnes en un mois que la plupart des bases ne perdaient en un an. Il ne lui posa pas de questions à ce sujet. Il n'en avait pas besoin. Le respect venait tranquillement aux gens comme lui. Pendant ce temps, Consinquet devenait de plus en plus irrité. Il le sentait chaque fois qu'il entrait à l'hôpital. La façon dont la pièce semblait s'aligner autour d'Emma plutôt que lui. Il sentait qu'elle n'avait pas peur de lui, pas même un peu. Il sentait que plus il appliquait de pression, plus elle devenait solide. Et Consinquet était le genre d'homme qui pouvait tolérer l'incompétence mais pas le défi. Il commença à faire des visites inopinées, marchant à grands pas dans la salle de traumatologie avec des commentaires secs sur l'efficacité et la discipline. Il observait Emma avec des yeux calculateurs, attendant qu'elle glisse pour lui donner quelque chose qu'il pourrait utiliser. Chaque fois qu'elle ignorait sa présence et se concentrait sur le patient devant elle, il serrait la mâchoire un peu plus fort. Des rumeurs tourbillonnaient dans les ombres qu'il laissait derrière lui. Quelqu'un dans la compagnie Alpha chuchota qu'Emma avait une fois traité un ranger blessé seul dans un bâtiment effondré jusqu'à ce que l'extraction arrive. L'un des ingénieurs dit qu'il avait entendu dire qu'elle avait sauvé un colonel lors de sa première mission, le sortant d'un véhicule en feu avec rien d'autre qu'une veste déchirée pressée contre ses blessures. Un pilote jura qu'il reconnaissait le nom d'Emma d'un rapport de terrain il y a des années, bien qu'il ne soit pas sur lequel. Emma entendait les chuchotements occasionnellement, mais les rejetait. Les gens remplissaient les blancs quand ils voyaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Elle n'avait aucun désir de devenir une légende ou une histoire à raconter dans la salle à manger. Elle voulait juste faire son travail, garder les soldats en vie et s'accrocher aux principes qu'il avait portés à travers ses premières années en uniforme. Mais le mystère est sa propre force. Peu importait que personne n'ait la vérité complète. Ce qui importait, c'était que la forme de la vérité était là, suggérée, à moitié vue, se trouvant juste sous la surface. Assez pour que les soldats enrôlés lui fassent encore plus confiance. Assez pour que les officiers hésitent à pousser trop fort. Assez pour que le sergent-major Harland la regarde comme un homme qui savait qu'il pourrait bientôt devoir choisir un camp. Et assez pour faire ressentir au général de division Victor Consinquet quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un malaise. Il pouvait sentir quelque chose se construire, une pression qu'il ne pouvait pas nommer, mais savait être liée à la femme qu'il ne pouvait pas contrôler. Elle se tenait au centre de chaque chuchotement, de chaque regard persistant, de chaque moment d'hésitation que ses ordres recevaient maintenant. Elle était calme, petite, têtue, et d'une manière ou d'une autre la seule chose qui ne pouvait pas plier. Autour de la base, les gens marchaient un peu plus vite, parlaient un peu plus doucement, regardaient les portes et les couloirs avec la conscience de soldats qui savent qu'une tempête se rassemble.
Personne ne pouvait dire exactement ce qui arrivait, mais ils le sentaient dans leurs os, dans leur souffle, dans la tension de leurs épaules. Chaque fois qu'une alarme sonnait, quelque chose de majeur approchait, et tout le monde sentait que quand cela arriverait, le capitaine Emma Walker se tiendrait en plein milieu. L'explosion frappa juste après le coucher du soleil, secouant le sol comme le poing d'un géant, frappant la terre. Chaque fenêtre du côté nord de la base opérationnelle avancée, Méridian vibra dans son cadre. La poussière s'éleva en vagues épaisses, transformant le ciel en noir et étouffant l'air avec le goût du métal et du sable. Un battement de cœur plus tard, l'alarme hurla à travers le complexe. Longue, aiguë, urgente. Le genre d'alarme qui signifiait que la vie de quelqu'un se vidait de son sang sur une route de terre non loin au-delà de l'enceinte. Emma laissa tomber le dossier qu'elle tenait et était déjà en mouvement avant qu'il ne touche le sol. Karen Holt entra en trombe par la porte de la pièce voisine, les yeux écarquillés. C'était proche, dit Karen. Trop proche. Le premier hélicoptère tonna vers la zone d'atterrissage, puis un autre, puis un troisième. La poussière fouetta à travers la salle alors que les médecins se précipitaient pour préparer les postes, enfilant des gants, dégageant l'espace, sortant les chariots de traumatologie. Emma se tenait au centre de la pièce, assignant les tâches, sa voix stable dans le chaos. Quand les portes s'ouvrirent finalement avec fracas, la tempête vint avec elle. Blessés entrants, multiples, un médecin cria par-dessus le rugissement des pales d'hélicoptères. Brancard après brancard se précipita à l'intérieur. Bottes martelant, médecin criant les signes vitaux. Le premier patient critique arriva sur la table d'Emma. Lieutenant Jacobi, dit le médecin à côté d'elle, essoufflé. Explosion de EI, traumatisme thoracique, perforation abdominale, possible hémorragie interne, ne répond pas. L'uniforme du lieutenant était déchiqueté, la peau pâle sous une couche de poussière et de sang séché. Sa respiration était superficielle, irrégulière. Un faible sifflement s'échappait de ses lèvres à chaque élévation de sa poitrine. Emma se pencha, les yeux se plissant. Préparée pour une évaluation chirurgicale. Préparer l'imagerie et que quelqu'un me trouve une unité d'eau négatif. Avant que le médecin ne puisse répondre, un autre brancard entra en trombe dans la salle. « Capitaine, nous avons un deuxième critique », cria un brancardier. Soldat Dylan Carter, 19 ans. Multiples blessures par éclat, poumons effondrés, mais les signes vitaux sont plus forts que ceux de Haï. Meilleure chance globale. Emma regarda entre eux. Le lieutenant Haï sur sa gauche, le soldat Carter sur sa droite. Deux vies suspendues à des fils. Deux cas nécessitant le même équipement limité et seulement assez de ressources chirurgicales de haut niveau pour une opération immédiate. Karen s'approcha. « Emma, nous ne pouvons pas faire les deux. Pas en même temps. »« Je sais. » Elle ne détourna pas les yeux des deux jeunes hommes allongés devant elle. L'un plus âgé, dépassant tout le monde dans la pièce en grade. L'autre à peine sorti du lycée, tremblant de douleur, mais s'accrochant avec une force surprenante. Le travail d'Emma, son serment était clair. Et puis la porte s'ouvrit si fort qu'elle heurta le mur. Le général de division Victor Consinqued entra à grands pas avec son aide à ses talons, le visage sculpté dans la pierre. « Quelle est la situation ?» demanda-t-il. Karen répondit rapidement. « Mon général, deux critiques, tous deux nécessitant une chirurgie immédiate, mais... » Consinqued la coupa. Le lieutenant passe en premier. Emma ne leva pas les yeux du soldat Carter alors qu'elle parlait. « Les blessures du lieutenant Haï sont graves, mon général. Ses chances sont extrêmement faibles sans le stabiliser d'abord. Le soldat Carter, cependant, peut être sauvé maintenant. Si nous le retardons, il pourrait... Je ne vous ai pas demandé votre opinion médicale. » Claqua Consinqued. « Je vous ai donné un ordre. Traitez le lieutenant en premier. » Emma leva finalement les yeux, croisant son regard. La pièce figea derrière elle, les médecins immobilisés, les infirmières retenant leur souffle. Même les moniteurs semblaient plus silencieux. « Mon général, dit-elle, stable et ferme. Le triage est basé sur la survivabilité, pas sur le grade. Nous sauvons celui qui a les meilleures chances de vivre en premier. C'est la règle, c'est la loi, c'est la médecine. Vous obéirez à mon ordre, gronda Consinqued. Mon serment ne change pas en fonction des insignes de col, répondit-elle. Le silence qui suivit s'étira comme un fil tendu. La mâchoire de Consinqued se contracta. Capitaine Walker, si vous désobéissez à cet ordre, vous passerez en cour martiale. Emma ne s'y a pas.
Alors faites-moi passer en cour martiale, mais je ne vais pas laisser ce garçon mourir pour que nous puissions prétendre que le grade est une qualification médicale. Les doigts de Karen se resserrèrent sur son presse-papier. Un brancardier avait l'air d'avoir mal au cœur. Un autre secoua lentement la tête avec incrédulité. Consinqued s'approcha jusqu'à ce que leurs visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Vous pensez pouvoir me défier dans mon propre hôpital? La voix d'Emma ne vacilla pas. Ce n'est pas votre hôpital. C'est le leur, les blessés, les mourants, ceux qui dépendent de nous pour faire le bon choix. Il ouvrit la bouche pour crier à nouveau, mais un murmure faible traversa l'air avant qu'il ne puisse parler. Tout le monde se tourna vers le lieutenant Hay. Les paupières du jeune officier s'ouvrirent en flottant. Sa voix n'était guère plus qu'un souffle fissuré. « Elle a raison, » dit-il d'une voix rauque, fixant Emma. « Sauvez-le. Il a plus de temps. » Une vague de choc passa à travers le personnel médical. Même l'aide de Consinqued se figea. Emma fit un pas vers le brancard du soldat Carter. Mais Consinqued claqua. « Vous traiterez Hay en premier. C'est final. » Même l'appel du lieutenant ne comptait pas pour lui. Même le dernier effort du mourant pour faire ce qui était honorable ne pouvait pas briser le besoin de Consinqued d'affirmer son contrôle. Emma bougea quand même. « Préparez le soldat Carter pour la chirurgie, ordonna-t-elle, son ton inébranlable. » La pièce éclata en mouvements silencieux, les médecins se déplaçant avec une sorte de respect terrifié. Karen attrapant les tubulures, le brancardier roulant le brancard de Carter vers la salle d'opération. Le visage de Consinqued se tordit de rage. Sa voix tonna après elle alors qu'elle marchait. « Capitaine Walker, considérez votre carrière terminée. » Emma ne se retourna pas. Ses mains étaient déjà sur le chariot du soldat Carter, le guidant à travers les portes battantes. Derrière elle, la salle de traumatologie pulsait de peur, d'incrédulité et de quelque chose d'autre qui montait en dessous. Quelque chose de plus fort. Le respect pour la femme qui avait défié un général pour sauver un soldat de 19 ans. Emma ne le savait pas encore, mais la décision qu'elle prit dans ce moment, choisir la vie plutôt que le grade, venait d'allumer la mèche qui allait faire exploser toute la base. L'explosion arrivait et tout le monde pouvait le sentir dans leurs os. Au moment où Emma guida le soldat Carter en chirurgie, le mince fil retenant le tempérament de Consinqued se rompit. Il entra en trombe dans la zone opératoire avant que quiconque ne puisse l'arrêter, les bras frappant le sol comme des coups de marteau. Son visage était tordu de fureur, le souffle vif et irrégulier. Emma était déjà profondément dans la procédure, les mains stables à l'intérieur de la cavité thoracique du jeune soldat. Karen à côté d'elle, gérant l'aspiration et les signes vitaux. « Capitaine Walker » rugit Consinqued. « Vous allez cesser cette opération immédiatement. » Emma ne se redressa pas. « Clan » dit-elle calmement à Karen. « Walker, m'avez-vous entendu ?» Sa voix se brisa de rage. Les mains de Karen tremblèrent en passant l'instrument. Emma ajusta tranquillement le clan, les yeux concentrés sur le champ devant elle. « Je vous ai entendu, mon général. » Et la réponse est toujours non. Ce seul mot, non, fit exploser quelque chose en lui. Consinqued tendit la main vers son étui. Il y eut un sifflement aigu de souffle de quelqu'un dans la pièce. Un chuchotement. Pas possible, mais cela se passait déjà. Le général sortit son arme de poing et tira un coup droit dans le plafond. L'explosion fut assourdissante. Les tuiles se brisèrent. La poussière tomba en pluie. Les instruments métalliques vibrèrent violemment contre les plateaux. Les infirmières crièrent et se baissèrent derrière l'équipement. Les brancardiers touchèrent le sol par instinct, les mains couvrant leur tête. Le deuxième coup vint avant que la poussière ne retombe même. Puis le troisième, le quatrième, le cinquième. 5 balles tirées dans une installation médicale. Tirées pour intimider une femme en plein milieu de sauver la vie d'un soldat. Et pourtant, Emma ne bougea pas. Le monde autour d'elle éclata dans le chaos, mais elle resta ancrée, les mains stables à l'intérieur de la blessure, la respiration régulière, les yeux aiguisés avec concentration. C'était le calme de quelqu'un qui avait effectué une chirurgie avec des obus de mortier secouant le sol sous elle. La tranquillité de quelqu'un qui s'était agenouillé à côté d'hommes mourants sous le feu bien avant d'avoir jamais gagné ses barrettes de capitaine. Karen, tremblante, la fixa avec incrédulité. « Emma, comment êtes-vous » La fréquence cardiaque baisse. « Dis Emma, son ton lisse comme du verre. J'ai besoin d'épinéphrine maintenant. » Derrière elle, Consinqued se tenait figé, la poitrine se soulevant, l'âme toujours levée. Il s'était attendu à la peur, à la panique, à l'obéissance.
Il ne s'était pas attendu à devenir invisible pour elle. Le sergent-major Harland entra quelques secondes plus tard, s'arrêtant net dans l'embrasure de la porte alors que la dernière douille touchait le sol avec un doux tintement métallique. Ses yeux balayèrent la scène. Le plafond en ruine, le personnel terrifié, le général armé, et se posait ensuite sur Emma. Elle était concentrée, calme, inébranlée. L'émerveillement vacilla sur le visage de Harland. Il avait vu des soldats se figer sous bien moins. Il avait vu des hommes durent s'effondrer quand un coup de feu craquait trop près. Mais Emma Walker, le médecin discret que personne ne remarquait, n'avait même pas levé la tête. Il comprit alors qu'elle n'était pas seulement un médecin. Elle n'était même pas seulement un capitaine. Elle avait vécu des choses que peu sur cette base pouvaient comprendre. Elle avait stabilisé ses mains dans des endroits où la mort marchait plus près que le souffle. Et maintenant le personnel le comprenait aussi. La peur qui avait rempli la pièce commença à se transformer, remplacée par quelque chose de plus profond, plus fort, plus lourd, le respect. Pas le genre qui vient du grade, le genre qui vient du courage. Et dans ce moment, alors que la poussière dérivait encore dans l'air et que la fumée s'enroulait de l'arme du général, chaque personne dans cette salle de traumatologie comprit une vérité. Le capitaine Emma Walker n'était pas celle qui avait perdu le contrôle. Consequel l'avait fait et sa chute avait déjà commencé. Le sergent-major Harland ne cria pas, ne paniqua pas, ne regarda même pas 2 fois les trous dans le plafond. Au moment où la 5e douille roula sur le carrelage, il se tourna vers le médecin le plus proche et dit tranquillement « Apportez-moi un presse-papier. » Tout de suite. Sa voix portait plus de commandement que l'arme de Consinqued. Les médecins se précipitèrent pour lui en donner un. Harland tourna vers une page vierge, cliqua un stylo et commença à écrire sur place, les yeux ne quittant jamais le général. « Journal des témoins initiés », dit-il, assez fort pour que tout le monde entende. Heure 20h43. Lieu, salle de traumatologie. Incident, décharge d'armes à l'intérieur d'une installation médicale. La pièce se figea à ces mots. Ce n'était pas juste de la prise de notes. C'était la première étape d'une enquête formelle, le genre qui voyageait vite et frappait fort. Le visage de Consinqued se crispa. « Sergent-major, vous dépassez les bornes. »« Non, mon général, » répondit Harland calmement. « Je suis en train de suivre le règlement. » Avant que Consinqued ne puisse répondre, une voix vint de derrière lui. « Dégagez le passage. » Le capitaine Morrison de la justice militaire de la base entra, le visage sévère, l'expression tendue. Il avait été convoqué par une demi-douzaine d'appels radiofrénétiques signalant des coups de feu à l'intérieur de l'hôpital. 2 policiers militaires le suivirent, les mains près de leurs étuis, mais non dégainés. Les yeux de Morrison se posèrent sur le plafond, puis sur les douilles usées, puis sur le pistolet encore dans la main de Consinqued. « Mon général, baissez l'arme, s'il vous plaît. » Un éclair d'incrédulité traversa le visage de Consinqued. « Je ne réponds pas à la justice militaire de la base. » « Vous le faites quand la sécurité des armes est violée, » dit Morrison tranquillement. Un long silence plana dans l'air. La poussière continuait de tomber en ruisseau d'eau. Finalement, Consinqued baissa le pistolet. Morrison fit signe aux policiers militaires qui s'avancèrent et le soulagèrent de l'arme. Derrière eux dans la salle d'opération, Emma travaillait. Pendant que la base vacillait de ce qui venait de se passer, elle ne leva pas les yeux. Elle garda ses mains stables, sa voix calme, sa concentration inébranlée. Elle se déplaça à travers la procédure avec une grâce précise et pratiquée jusqu'à ce que le battement de cœur du soldat Dylan Carter se stabilise. Puis, après une respiration et une gorgée d'eau, elle se récura pour retourner finir l'opération sur le lieutenant Hay. À l'aube, les 2 jeunes hommes étaient vivants, et cela seul parlait plus fort que n'importe quelle balle que Consinqued avait tirée. Le lendemain matin, Emma marcha vers la réunion à laquelle on lui avait ordonné d'assister. Le couloir à l'extérieur du bureau de commandement était bordé de gens, non par conception, mais parce que le mot s'était répandu, et personne ne voulait qu'elle entre seule. Harland se tenait le plus près de la porte, presse-papier sous le bras. Le capitaine Morrison était à côté de lui. 2 policiers militaires flanquaient le couloir. Même Karen Holt était là, les yeux plus vifs que d'habitude. Alors qu'Emma approchait, ils se redressèrent tous. Une démonstration silencieuse de solidarité. À l'intérieur de la pièce, un petit enregistreur était posé sur la table, clignotant déjà en rouge. « Cette réunion, » dit Morrison, « est enregistrée pour examen formel. » Emma prit une respiration silencieuse, puis la porte s'ouvrit derrière elle.
Le colonel Samuel Patterson entra. Commandement régional et pas quelqu'un qu'on s'attendait à voir apparaître à court préavis. Son uniforme était encore poussiéreux du voyage, les bottes sales du long trajet. Il portait un dossier sous un bras épais de rapport. Il ne s'assit pas. « Qu'on s'inquiète », dit Patterson, regardant le général avec une déception ouverte. « J'ai reçu 15 déclarations et 3 enregistrements partiels avant le lever du soleil. Je suis ici pour déterminer ce qui s'est passé au juste dans cet hôpital. » Qu'on s'inquiète serait dit. C'est une affaire disciplinaire. J'adressais l'insubordination. Le regard de Patterson se durcit. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous entendions les témoins. Un par un, ils parlèrent. Le soldat Martinez entra en premier, les mains tremblant légèrement alors qu'il se tenait au garde à vous. Mon colonel, on m'a ordonné de refuser les fournitures que le capitaine Walker avait demandées pour les patients critiques, dit-il. On m'a dit que les libérés entraîneraient une cour martiale. Patterson hocha la tête une fois, notez. Puis vinrent les infirmières, Karen et 2 autres. La voix de Karen était stable. Mon colonel, le général est entré dans la salle de traumatologie et a tenté de diriger la procédure médicale. Quand le capitaine Walker a refusé de violer le protocole de triage, il a déchargé son arme. Un médecin suivit ensuite, décrivant la terreur qui traversa la pièce quand la première balle craqua à travers le plafond. Un autre raconta comment Emma ne scia même jamais. Le lieutenant Hay fut amené sur un brancard, pâle mais assez conscient pour parler. Avec effort, il leva les yeux vers le panel. Le capitaine a fait le bon choix, chuchota-t-il. Je l'ai dit au général moi-même. Elle nous a sauvés tous les 2. Finalement, le soldat Dylan Carter, bandé mais vivant, s'avança avec assistance. Sa voix se brisa. Elle a sauvé ma vie parce qu'elle ne s'est pas arrêtée quand il a essayé de lui faire peur. Je ne serais pas debout ici si elle avait paniqué. Elle ne l'a pas fait. Pas une seule fois. La pièce était silencieuse. Patterson ferma le dossier lentement. Il se tourna vers Emma. « Capitaine Walker, dit-il, vous avez agi dans le cadre de l'autorité médicale, dans le cadre des normes éthiques et dans le cadre du règlement militaire. Vous avez respecté le serment que vous avez prêté. » Puis il fit face à Consinqued. « Général de division Victor Consinqued, vous êtes par la présente relevé de votre commandement en attente d'une enquête formelle. » Avec effet immédiat, le visage de Consinqued devint gris. Les policiers militaires s'avancèrent. Emma ne sourit pas. Elle ne parla pas. Elle baissa simplement les yeux, laissant le poids du moment s'installer tranquillement autour d'elle. La justice avait finalement commencé. Le changement sur la base se produisit plus vite que quiconque ne s'y attendait. Le matin après que Consinqued fut retiré, la tension qui avait vécu dans les couloirs pendant des semaines sembla s'apaiser d'un seul coup. Les conversations devinrent plus légères. Les gens marchaient avec un peu moins de raideur dans leurs épaules. Pour la première fois depuis longtemps, l'hôpital ressemblait à un endroit construit pour guérir plutôt que pour endurer la pression. 2 jours plus tard, le nouveau commandant arriva. Le général Thomas Avery entra dans l'aile médicale sans escorte, les mains derrière le dos, les yeux stables mais bienveillants. Il n'aboya pas d'ordre, ne prit pas de posture, ne plana pas près de l'épaule d'Emma pour affirmer son autorité. Il rassembla simplement le personnel médical et parla clairement. « Vos décisions sauvent des vies. Mon travail est de vous soutenir. » Il dit, « À partir de ce moment, vous opérez sous jugement médical, pas sous le grade. » Il n'y eut pas d'acclamation, pas d'applaudissements, mais chaque médecin, infirmière, brancardier dans la pièce se tint un peu plus droit. Emma hocha la tête une fois, reconnaissante, mais silencieuse, comme elle l'avait toujours été. En une semaine, les changements devinrent visibles. L'accès aux fournitures revint à la normale. Les retards bureaucratiques disparurent. Les soldats commencèrent à se présenter non seulement pour le traitement, mais pour remercier les gens qui les maintenaient en vie. Certains laissèrent des notes manuscrites. D'autres se tenaient maladroitement à côté d'Emma, ne sachant pas comment lui dire ce que ses actions signifiaient pour eux. Le soldat Dylan Carter lui rendit visite en premier. Il entra avec des pas prudents, les bandages toujours serrés sur ses côtes, les yeux légèrement vitreux à cause des médicaments. Quand il vit Emma examiner des dossiers à son bureau, il se figea d'émotion. « Vous m'avez sauvé, » dit-il doucement. Emma secoua la tête. « Vous étiez assez fort pour vous battre. Je vous ai juste aidé un peu. » Mais Carter n'accepta pas cela. Ses yeux se remplirent. « Vous n'avez pas détourné le regard quand il a tiré cette arme. Vous ne vous êtes pas arrêté. Je n'oublierai jamais cela.
Elle posa une main sur son épaule et lui dit de se concentrer sur la guérison. C'était tout ce qu'elle voulait des soldats qu'elle traitait. Le lieutenant vint des semaines plus tard, amené en fauteuil roulant par une infirmière. Il avait repris assez de force pour parler avec clarté, bien que sa voix reste douce. Personne, dit I, regardant directement Emma, ne devrait jamais être traité avant quelqu'un d'autre juste à cause du grade. Vous avez fait le bon choix. Vous avez honoré l'uniforme plus que n'importe lequel d'entre nous cette nuit-là. Emma le remercia tranquillement, mais elle ne s'attarda pas sur les éloges. Elle retourna à ses tournées, se déplaçant de lit en lit avec le même calme résolu qu'elle avait toujours porté. La vie à Méridian retourna lentement au rythme. Les blessures des dernières semaines ne disparurent pas du jour au lendemain, mais elles commençaient à se refermer, recousues par l'équité, la fermeté et le leadership de personnes qui croyaient à faire ce qui était juste. Emma ne s'était jamais appelée courageuse. Elle ne parlait jamais de ce qui s'était passé à moins qu'on ne lui demande. Elle continuait simplement à travailler, à traiter, à choisir ce qui était juste plutôt que ce qui était facile. Et cela devint la morale chuchotée à travers la base longtemps après que la poussière se soit déposée. Le vrai courage n'est pas bruyant. C'est le choix silencieux de faire ce qui est juste même quand le pouvoir se dresse sur le chemin. Ce qui s'est passé à la base opérationnelle avancée Méridian devint plus qu'une simple confrontation entre un médecin et un général. Cela devint un rappel de ce à quoi ressemble le vrai courage dans un endroit façonné par la peur, la pression et les décisions impossibles. Emma Walker n'a jamais élevé la voix, n'a jamais porté d'armes, n'a jamais utilisé le grade pour se frayer un chemin. Elle s'est simplement tenue ferme au seul endroit où cela comptait le plus, aux côtés des blessés qui dépendaient d'elle. Et tandis que Consinquet d'essayer de régner par l'intimidation, ce furent ses propres choix qui le firent tomber, pas les siens. La guerre teste tout le monde différemment. Certains sont testés par les balles et les éclats. D'autres sont testés par l'autorité, l'éthique et les moments silencieux quand personne ne regarde. Emma a passé son test en choisissant l'humanité plutôt que la hiérarchie, même quand les conséquences menaçaient tout ce pourquoi elle avait travaillé. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à Cohésion Interne pour plus d'histoires militaires et de vétérans. Ces histoires maintiennent le courage vivant pour les générations à venir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Cohésion Interne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de ces histoires inspirantes de courage et de détermination. Partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin d'être rappelés de ce que signifie vraiment défendre ce qui est juste. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle histoire.